Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission politique. Ce soir, je reçois Raphaël Lapin qui est avocat, docteur en droit. Il a enseigné le droit à Cergy-Pontoise, à Caen et aussi à l'Université des Antilles. Il est l'auteur de 2 ouvrages, La libre concurrence dans les Outre-mer en 2016, donc il a eu à écrire ce premier ouvrage, et ensuite sur l'évolution statutaire en 2017. C'est bien cela. Président fondateur de l'association Guadeloupe en mouvement, il a été l'attaché parlementaire d'Olivier Servat et pas que. Et puis, il est candidat dans la 3e circonscription, donc candidat aux élections législatives. Raphaël Lapin, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Yvelise, bonsoir à la Guadeloupe et merci à vous de votre invitation. Voilà, donc, je disais tout à l'heure, vous avez un parcours, on va dire, associatif. Vous avez aussi, vous êtes un homme de droit. Vous avez été attaché parlementaire, donc vous connaissez un petit peu les rouages de l'Assemblée nationale. Mais vous avez aussi été parlementaire d'autres députés, c'est bien cela? Attaché parlementaire d'autres députés. Absolument, j'apprécie le lapsus oui. qui est plutôt engageant. Déjà, plusieurs choses. Effectivement, je suis un associatif avant tout, engagé. Ici, avant de partir faire mes études, j'étais déjà un associatif, un mutualiste, puisque j'étais au conseil d'administration d'une mutuelle. Après quoi... C'était la mutuelle des étudiants. C'est ça, à l'époque. Oui. Déjà, il me semble, à vous recevoir dans ce cadre-là. Exactement, on était déjà engagés à cette époque-là. Et puis, on n'a jamais cessé d'être engagés en réalité. Là-bas, en tant qu'étudiant, on a continué de militer. Ici, en étant revenu depuis quelques années déjà, on a continué de militer. On a constitué ce mouvement qui s'appelle Guadeloupe en mouvement et qui a pour ambition de mettre la Guadeloupe en mouvement, de donner à la Guadeloupe un sens, de savoir aussi et d'inviter chacune et chacun à porter leur gomme, comme on dit, à porter leur pierre à l'édification du pays. Et puis, vous l'avez dit, il y a ce parcours professionnel. Un parcours professionnel qui est un parcours, alors vous avez dit de droit, plus que de droite, mais un parcours professionnel. De droite aussi? Non, pas de droite, justement, mais un parcours professionnel qui s'organise autour de la loi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, j'ai ce parcours qui m'a permis d'appréhender la loi sous différents aspects, sous les aspects académiques, puisque la fac, c'est d'une certaine manière appréhender le droit sous l'angle de la conception, sous l'angle de la pratique, puisque quand vous allez dans les prétoires, quand vous examinez un dossier, c'est de la manière très concrète que vous rentrez en contact avec la loi et que vous l'appliquez à des situations bien précises, aux situations que rencontrent les gens. Et puis, quand vous êtes effectivement au Parlement, que vous devez négocier pied à pied, main à main des amendements. Alors évidemment, vous l'avez dit, j'ai travaillé aux côtés du parlementaire de la première circonscription, j'ai travaillé aux côtés d'une députée aussi de la Polynésie française, et puis avant ça, j'ai travaillé dans les services de l'Assemblée nationale, où j'ai commencé. Et évidemment, quand vous avez ce parcours-là, finalement, vous arrivez à appréhender la loi de manière assez globale. Et c'est quelque part ce parcours qui fait que j'ai envie de continuer d'appréhender la loi sous tous les angles et nécessairement qui, au-delà de motiver, parce qu'il y a bien d'autres motivations que le simple parcours que j'ai, qui justifie que je sois apte à occuper ces fonctions-là. Mais nous y arriverons d'ici quelques instants. Tout d'abord, un petit regard sur le plan national. Je suppose que vous avez regardé les récents sondages concernant les élections présidentielles. Alors, quel est votre regard sur ces prochaines élections? C'est une excellente question. C'est une question qu'on se pose avec les équipes actuellement. Celle de savoir comment est-ce qu'on va appréhender cette élection présidentielle. Moi, ce que je crois, c'est que les mois qui viennent de s'écouler traduisent une chose en Guadeloupe. C'est que finalement, ce n'est pas tellement l'identité du président de la République qui compte, ce n'est pas tellement l'identité de celle ou de celui qui va apporter un certain nombre d'idées au niveau national qui va compter, c'est
avant tout, comment est-ce qu'il va concevoir, comment est-ce qu'il va appréhender la relation entre le pouvoir central, entre Paris et la Guadeloupe. Et je crois que c'est avant tout de ce point de vue-là qu'on va devoir appréhender cette élection-là. Je ne me précipiterai pas à vous dire, surtout sur la foi de sondages qui bougent chaque jour, qui bougent en fonction des maisons et des instituts de sondage, je ne me précipiterai pas pour vous dire ce sera un tel ou un tel. Non. On voit deux personnes qui se dessinent quand même clairement. Alors, ce qui nous intéresse, avant même de donner un blanc-seing à qui que ce soit, ça va être de savoir quel regard les candidats portent sur la Guadeloupe. Oui. Alors, il y en a un, on sait quel regard il porte sur la Guadeloupe. C'est le président sortant. Alors, est-ce que lui, on peut dire qu'il a déjà un bonus par rapport aux autres candidats ou un malus? Alors, ce qui est certain, c'est que quand on écoute nos concitoyens, il y avait une espérance en 2017, puisqu'il a été placé en tête de l'élection présidentielle de 2017, et qu'aujourd'hui, quand j'écoute, parce qu'on est sur le terrain, quand j'écoute les personnes à la rencontre desquelles je vais, il y a de la déception assez souvent. Je rencontre des personnes qui sont interrogatrices, des personnes qui sont en colère, des personnes qui ont le sentiment que les choses n'ont pas bougé suffisamment, des personnes qui ont le sentiment que les choses n'ont pas bougé. Et la crise que nous traversons, la crise sanitaire dans laquelle on est plongé aujourd'hui, c'est une crise qui précisément renforce les déceptions et renforce la colère dans la population. Et à ce stade, il y a un certain nombre de questions qui restent en suspens. Je pense par exemple à des propos malheureux qui ont pu être tenus, notamment la semaine dernière encore, où il était question de savoir si on emmerdait ou pas les Français. Et je crois que ce type de propos ne saurait... les non-vaccinés. Les non-vaccinés, oui. Et c'était à l'époque, je crois, Giscard qui avait eu cette formule d'emmerder les Français. Et précisément, je ne crois pas qu'emmerder quiconque puisse faire l'objet d'une politique. Il ne m'appartient pas de donner des quitus, des bonus ou des malus. Ce ne sont pas des mots de jeunes. C'est un président jeune. Est-ce qu'il n'a pas une autre manière de s'exprimer, une autre manière de gérer? Non, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit sortir d'un langage soutenu de président. Quand on est président, on s'adresse à tous les Français et à toutes les Françaises. Et précisément, on est censé les tenir en respect. Moi, je crois au contraire que c'est une erreur du président de la République que d'avoir tenu ces propos-là. Je crois au contraire qu'emmerder quelqu'un, qui que ce soit, quel que soit le citoyen, ne saurait faire l'objet d'une politique. Ça ne saurait être le guide d'une politique. C'est pas ça la politique. Au contraire, on n'est pas là pour emmerder qui que ce soit. Je pense en revanche que c'est une sortie d'un candidat. Et ça, c'est autre chose. Si on admet que c'est un candidat qui est dans une dynamique de pré-campagne, alors là, évidemment, l'enjeu, c'est de faire le buzz dans la presse et sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, il a réussi son coup. Mais un président ne devrait... à une frange de la population. Un président ne devrait pas dire ça. Oui, il ne devrait pas. Il y en a qui disent, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et non, j'appartiens pas à cela. Un président ne devrait pas dire ça. Emmerder quiconque ne saurait constituer l'alpha et l'oméga. C'est pas ça, faire de la politique. On fait pas de la politique pour emmerder les gens. On fait la politique pour transformer le quotidien des gens. Et transformer le quotidien des gens, c'est dans l'objectif de l'améliorer. C'est dans l'objectif de faire mieux vivre ensemble les gens. On fait pas de la politique pour emmerder les gens. Donc non, c'est une erreur de langage. Et donc, je la considère comme telle. Alors, lorsqu'on regarde... les sondages, on peut se dire que finalement, ça n'a pas trop d'impact. Alors, c'est vrai que certains sondages disent qu'il y a eu une baisse du taux qui était avancé, en tout cas de votants pour Emmanuel Macron, qui était avancé quelques jours avant. Mais on le voit quand même en tête des sondages. Et on peut se dire, est-ce que cette politique décriée par certains n'est pas quand même une politique appréciée, en tout cas pour une majorité de Français? Alors, s'il faut parler des sondages, les sondages, qu'est-ce qu'ils disent?
Ils positionnent Emmanuel Macron effectivement à 23-24%. Derrière, une Valérie Pécresse et une Marine Le Pen qui sont bita-bita. C'est voilà, entre 12% chacune. À côté, à 14% chacune. À côté, vous avez un Zemmour dont Marine Le Pen a dit la semaine dernière qu'il était, que Valérie Pécresse était son principal actionnaire parce qu'elle sait pertinemment que Zemmour prend des voix à Le Pen pour que Pécresse puisse espérer être sélectionnée au second tour. Zemmour était à 13%. C'était juste derrière Marine Le Pen et Valérie Pécresse un petit peu et ça devant, bouge. Et puis voilà. Et ça bouge tous les jours. Ça bouge tous les jours, de 1% par-ci, de 2% par-là. C'est pour ça que, pour moi, il n'est pas forcément intéressant de commenter les sondages. Parce que les sondages, finalement, donnent une photographie quotidienne en fonction de l'actualité de la campagne. Derrière, il va y avoir une vraie campagne. Pour l'instant, on est dans la pré-campagne. Il va y avoir une vraie campagne qui va s'ouvrir. Et au moment de cette campagne-là, il va falloir que les loups sortent du bois, que les choses se figent un peu, que j'ai entendu là encore aujourd'hui qu'Arnaud de Montebourg annonçait qu'il retirait sa candidature sans donner de directive. Donc ça veut dire qu'à gauche, ça va encore bouger. Anne Hidalgo, j'ai entendu aussi, n'est pas coup d'essai, Arnaud Montebourg. Exactement, il n'est pas à son premier coup d'essai. J'ai entendu aussi que Anne Hidalgo, sa campagne a du mal à démarrer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, il pourrait y avoir encore du mouvement à gauche. Et il y a Taubira qui a annoncé encore récemment qu'elle se présentait à l'élection présidentielle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, rien n'est figé. À 4 mois de l'élection présidentielle, il n'y a rien qui est figé. Rappelez-vous, en 2017. En 2017, à pareille époque, on donnait François Fillon vainqueur. Et patatras. Tout s'est cassé en l'espace de quelques semaines, quelques jours. Et c'est comme ça qu'on a rebattu les cartes. Pareil en 2012, quand Hollande a remporté la primaire socialiste. Rien ne disait que François Hollande serait président de la République. Jamais. Rien ne disait que François Hollande serait président de la République. Et pourtant, Strauss-Kahn a eu ses démêlés judiciaires au Sofitel à New York. Et ça a rebattu les cartes à gauche. Et ça a permis à François Hollande d'émerger face à Nicolas Sarkozy. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans une société où l'information va si vite qu'elle ne saurait être figée à ce stade. Donc Emmanuel Macron peut avoir une affaire qui sort et puis patatras, il n'y a plus d'Emmanuel Macron. Alors ça c'est une hypothèse, mais ça concerne tous les candidats. Ça concerne tous les candidats, puisqu'on se rend bien compte, et ça je le regrette évidemment, qu'on est dans la dictature de l'opinion, plus que s'agissant des affaires judiciaires, plus que dans la décision des juridictions et dans le temps judiciaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit nous interpeller dans la société dans laquelle on vit. À côté de ça, il y a aussi la réalité. C'est que si, comme ça a l'air d'être le cas, on a Valérie Pécresse qui se qualifie à droite, et là c'est de l'analyse politique qu'on fait. Si Valérie Pécresse se qualifie à droite dans les prochaines semaines, vous aurez un report mécanique des voix d'extrême droite, aussi bien de Zemmour que de Le Pen, sur cette candidate-là. Et Mélenchon, on en fait quoi? Alors, mais là, on est de l'autre côté de l'échiquier politique. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que rien n'est joué dans cette élection présidentielle. Et Mélenchon, je crois qu'au dernier sondage, puisqu'il s'agit de ça, Mélenchon était à 12%. Mélenchon était à 12%. Christiane Taubira a annoncé sa candidature. Elle est passée de 3% avant qu'elle n'officialise à 6% d'un seul coup. Donc ça veut dire que dans les prochaines semaines... Elle était même à 7% à un moment. Exactement. Donc vous voyez, tout bouge très vite. Et donc ça veut dire que là, il n'y a rien qui est figé. Il n'y a rien qui est figé. Nous qui voyons, parce que dans ces jours-là, quand ils n'ont pas que de bitaille qui est fait, le Covid n'a pas encore dit son dernier mot. Les uns et les autres n'ont pas encore tiré toutes les cartes de leur manche. Et donc, on va voir, je pense, d'ici le mois de février ou mars, comment les choses se dégoupillent. Pour l'instant, vous ne savez pas exactement ce que vous ferez, comment vous vous positionnerez par rapport à cette élection? Alors, là, on sort de la question des sondages et on rentre dans la question du positionnement d'un candidat.
Là-dessus, il faudra que je concerte, il faudra que je consulte les personnes avec qui je travaille. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour l'instant, il n'y en a aucun qui a donné son programme. Monsieur Mélenchon a donné un programme, un avant-goût de programme, mais pour l'instant, le programme n'est pas fixé. Et Marine Le Pen a donné son programme aussi pour Marine les Outre-mer. Outre-mer. Marine Le Pen est hors du jeu pour moi. C'est aussi simple que ça. Il y a des lignes qui sont infranchissables en politique, et l'extrême droite est une ligne absolument infranchissable. Par ailleurs, s'agissant des programmes, tous les programmes ne sont pas sortis. Il va falloir qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse mettre tous les programmes, comme j'avais fait pour voter d'ailleurs en 2017, tous les programmes l'un à côté de l'autre, et qu'on puisse dire, là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça, et ensuite qu'on puisse faire la synthèse et identifier ce qui est bon pour notre pays. Monsieur Mélenchon a dit, il est venu en Guadeloupe, il a dit, je suis avec les Guadeloupéens, je suis avec ceux qui sont sur les barrages, je les soutiens, c'est inadmissible qu'on puisse enlever les barrages qui sont à l'entrée du CHU. Donc, est-ce que ce programme-là, il ne plaît pas, il ne séduit pas? C'est pas un programme, c'est une réaction politique. Et moi, ce que j'attends, c'est un programme clair, concret. Les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens ne veulent pas, je pense qu'ils en ont marre de la posture. Ils en ont marre du populisme, du moment où le riz gonfle par là ou par là. Non. Ce que les gens veulent, c'est des orientations de développement économique. C'est une stratégie de développement économique. Qu'est-ce qu'on voit dans notre pays depuis tantôt? On voit que ça fait 70 ans qu'on est en quête d'une stratégie de développement économique. Et je dis 70 ans pour être gentil, parce qu'avant ces 70 ans-là, avant 1946, ce qui se passait pour les Outre-mer, c'est que tout simplement, on avait tout simplement, et c'était assumé, on n'avait pas de stratégie de développement économique. On servait d'instrument de développement économique pour l'Hexagone, pour la grandeur de la France. Aujourd'hui, on est en train d'affirmer un peu plus que, il y a des perspectives de développement économique pour ces territoires-là, des perspectives de développement économique qui sont susceptibles d'être entreprises par les ressources internes de ces territoires-là, et donc on essaye de trouver les ressorts de cette stratégie de développement économique. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir concrètement, et je vais vous dire, premièrement, qu'est-ce qui va être contenu dans les programmes de chacune et de chacun des candidats à l'élection présidentielle pour notre pays. Savoir qu'est-ce que concrètement, pour la Guadeloupe, il y aura comme stratégie de développement économique pour notre pays. Et évidemment, on est tout disposé avec mes camarades à formuler des propositions. Et c'est ce qu'on fait depuis tantôt. Vous avez cité la question de la libre concurrence dans les Outre-mer en 2016. Il y a un monde de propositions d'ores et déjà dans cet ouvrage sur les questions de la vie chère, sur les questions de monopole, d'oligopole et de concurrence en Outre-mer et singulièrement en Guadeloupe. Vous avez cité évidemment mon manifeste pour l'évolution statutaire. Là aussi, il y a des propositions. Et nécessairement, il faut qu'on puisse aller au-delà. Avec Guadeloupe en mouvement, nous avons formulé des propositions sur la question de l'eau en novembre 2010. On est en 2022, donc en novembre 2020. On a continué à formuler des propositions sur l'éducation en février 2021. On a fait encore des propositions sur l'égalité femmes-hommes en novembre 2021. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est dans la prospective, on est dans la proposition, on est dans la proaction. Mais justement, est-ce que le gouvernement n'est pas sur la même longueur d'onde que vous quand on voit un ministre des Outre-mer qui dit de toute façon, il faut mettre sur la table la question de l'autonomie? Alors, cette question est une question trop sérieuse pour qu'on puisse l'aborder au détour d'un débat qui ne la concerne pas. Le débat qui était sur la table pour les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens ces derniers mois, c'était de savoir est-ce que monde qu'a vacciné ou pas qu'a vacciné. Et c'était la question de la peur de la vaccination, de la peur de la maladie. Mais c'est ça, ces Guadeloupéens-là, t'es qu'à poser comme question. La question qui était sur la table au moment où le ministre est venu en Guadeloupe, c'était de savoir, pour certains soignants, pour certains personnels administratifs du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et de la Guadeloupe plus globalement, c'était de savoir qui Jean Yotekai mettent manger en assiette à yo à la fin du mois, parce que concrètement, il y avait des suspensions qui étaient en cours et qu'il y avait des personnes qui commençaient à ne plus être payées. Et je vous dis ça en ayant une pensée toute particulière pour certains camarades que
j'ai, qui sont agents du centre hospitalier, dans les services administratifs, qui sont soignants pour certains, et qui sont aujourd'hui suspendus sans solde. Et qui doivent aujourd'hui chercher des réorientations. Donc c'était ça la question. Ces personnes ne veulent pas, donc elles ont décidé de faire des reconversions Aujourd'hui, ils sont obligés de chercher du boulot, oui. Ils sont obligés de chercher du boulot. Et c'était ça la question qui était sur la table. C'était une question très prégnante, très précise. Et évidemment, comme souvent, on agite des foulards pour détourner l'attention. Oui, mais est-ce que ce combat, Raphaël Lapin, est-ce que ce combat, ça n'a pas été un combat, ce n'était pas un combat perdu d'avance, et est-ce qu'il n'a pas été perdu, effectivement? Alors, et c'est là où je pense qu'il va falloir être cohérent. C'était pas le sujet à ce moment-là. Sauf que, de manière indirecte, se posait la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour, quand une loi est votée par le Parlement à Paris, pour infléchir ce texte-là à raison d'une spécificité locale, de manière plus directe, plus spontanée, sans avoir à attendre que nos 7 parlementaires, qui tout courageux qu'ils sont, prennent l'avion et aillent au Parlement, aillent dans les ministères pour négocier ces évolutions-là. Et donc, c'est précisément l'enjeu de la domiciliation du pouvoir. Et c'est une domiciliation qui a été évoquée par toute la classe politique guadeloupéenne ces dernières semaines. Et quand je dis toute la classe politique, elle est presque unanime, et j'ai entendu sur votre antenne la semaine dernière un député de la majorité en parler, j'ai entendu les sénateurs de l'opposition également en parler. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord à dire qu'il y a un enjeu à rapprocher de la Guadeloupe un certain nombre de décisions. Et ça aurait été le cas, par exemple, sur cette question sanitaire. Oui. Alors justement, et j'en reviens à ma question, est-ce que, vu la situation de la Guadeloupe, vu notre statut, est-ce que ce n'était pas un combat perdu d'avance? Je ne serais pas celui qui vous dirait qu'un combat est perdu d'avance, surtout quand il s'agit d'un combat qui est animé par des convictions aussi fortes que celles qui ont animé nos compatriotes ces dernières semaines. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de personnes, et encore une fois sans prendre parti, pour ou contre, je trouve ce débat difficile, parce que c'est un débat qui est très intime finalement, se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner. On ne fera pas quelqu'un qui vous a dit non, pas manier moins, on ne le fera pas de force prendre une piqûre. Ça, c'est juste hors de toute conception de la liberté individuelle. J'ai bien conscience que ce que je dis là rencontre un certain nombre d'oppositions, un certain nombre d'arguments contraires, mais je suis tout disposé à en discuter. Quelqu'un qui vous a dit pas manier moins ou péquer manier. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, il y a des personnes en Guadeloupe qui, quels que soient les arguments scientifiques qui leur ont été tenus, qui, quels que soient les arguments que leurs médecins leur ont portés, les informations que leurs médecins leur ont portées pour se faire vacciner, on dit « ou péqué manier moins ». Qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est ça la réalité du débat aujourd'hui. On a vu que la structure, en tout cas l'espace d'écoute qui a été mis en place par le gouvernement apparemment fonctionne. Et il y a déjà beaucoup qui se sont fait quand même vacciner, et beaucoup de ces personnes disaient non au départ. Alors, c'est quelque part tant mieux pour le gouvernement si ça fonctionne, tant mieux aussi, je le pense, pour celles et ceux qui ont fait le choix de se protéger en se vaccinant. Quoi qu'il en soit, il reste aujourd'hui une réalité, c'est que la majorité de la population guadeloupéenne n'est pas vaccinée. C'est pas mes chiffres. J'ai vu Amélie a sorti des chiffres du 9 janvier et il était question de 35% de la population guadeloupéenne. Je crois que les chiffres de l'ARS sont un petit peu plus hauts, tournent autour de 43 ou 44%. Et en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore une majorité de Guadeloupéens, de Guadeloupéennes qui, en dépit
de tout ce qui se dit autour du vaccin, en dépit de la politique c'est plus encourageant, très contraignante qui est menée par le gouvernement aujourd'hui sur cette question vaccinale, a décidé en conscience de ne pas faire ce choix-là. Il faut entendre ces gens-là. Et il faut les entendre et il faut que ça se traduise aussi dans les politiques publiques que l'on mène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et j'ai eu l'occasion de le dire à votre antenne, quand au 14 juillet 2021, le président de la République a un discours martial. C'était le discours, vous savez, de la fête nationale qui s'était tenue 2 jours plus tôt, où il explique qu'à partir de maintenant, il va y avoir le pass sanitaire à l'époque. Et que le pass sanitaire va être étendu pour accéder aux lieux de culture, aux salles de sport, etc. etc. Eh bien, là, il s'adressait à 70% d'une France vaccinée, d'une France hexagonale vaccinée. En Guadeloupe, le taux était inverse. 70% n'étaient pas vaccinés. Donc ça veut dire que... Et c'est tout l'objet du combat que moi je mène. On ne peut pas conduire les politiques publiques de la même manière quand la sociologie du peuple est différente. Et là, la sociologie vaccinale, elle était différente. La manière de comprendre les choses n'était pas pareille. Les politiques publiques qui avaient été menées à l'époque par les autorités n'étaient pas non plus les mêmes. Et c'est là où je pense qu'il y a eu une difficulté. Alors, aujourd'hui, se pose la question du pass vaccinal. Oui, j'allais vous le dire. Là, on monte encore de cran. On n'est plus au pass sanitaire, on est au pass vaccinal. Et évidemment, là-dessus, sur cette question-là, la population semble, à travers les chiffres, exprimer sa position profonde sur cette question-là. Je vous disais tout à l'heure, au 9 janvier, on avait 35% selon Amélie, selon le site d'Amélie, c'est ce qui fait 43% à peu près selon l'ARS. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une majorité de personnes qui ont fait le rejet alors même qu'il y avait déjà un pass sanitaire. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut adapter, approprier les mesures que nous mettons en œuvre à la sociologie, à la réalité. Comment adapter? On a vu tout ce qui a été dit par nos élus, par la population, par le collectif. Pourtant, le gouvernement continue sa marche. D'ailleurs, on est arrivé au pass vaccinal, on n'est plus au pass sanitaire, on est au pass vaccinal. C'est une loi qui a été déférée par 60 députés, 60 sénateurs devant le Conseil constitutionnel. Donc il faut attendre la décision qui va être rendue par le Conseil constitutionnel sur ce texte-là. Il y a un certain nombre d'arguments qui sont évoqués, on ne va pas rentrer dans la technique, mais concrètement, aujourd'hui, il faut attendre de voir ce qui ressortira après la décision du Conseil constitutionnel pour être totalement figé sur la réalité de ce texte-là. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que c'est un texte qui va prévoir une application, comme pour le pass sanitaire, du pass vaccinal. Donc ça veut dire qu'à présent, si vous venez à être test PCR, il y aurait dû circuler, il n'y a rien à voir, vous pouvez rentrer là. Et donc concrètement, il faut venir avec tous anti-Covid sur son téléphone pour dire, ben voilà, monsieur, je me suis fait vacciner, je suis à jour de mes 2 doses, de mes 3 doses, et je peux rentrer. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc, pas de test PCR. Pas de test antigénique, donc, le vaccin, etc. Rien que le vaccin. Alors, face à ça, il y a plusieurs manières d'interpréter la loi. La première, et l'honnêteté intellectuelle commande de le dire, il y a eu un amendement qui a été porté par des parlementaires guadeloupéens qui visait à rappeler, puisque c'était déjà prévu dans certains textes modulo, certains aménagements, rappeler que le préfet de région devrait pouvoir prendre des mesures de différenciation à raison de la réalité locale. Donc ça... Oui, mais précisons dans une période limitée. Dans une période limitée, exactement. Donc ça vaut son pesant d'or. Et modulo une concertation dont on ne comprend pas bien avec les élus, dont les contours ne sont pas clairement avis définis. Des élus. Exactement. Donc, oui, mais sous quelle modalité? Tous les mots ont leur importance. Exactement. Sous quelle modalité? Donc tout cela, c'est un avis qui ne lit pas, etc. Sous quelle modalité? Comment est-ce qu'il est exprimé? Tout cela, c'est des Lorsque choses... vous donnez votre avis, il peut être accepté ou pas. C'est ça. Donc c'est ça. Et donc finalement, tout cela
pose un certain nombre de questions. C'est un amendement qui va dans le bon sens, je le pense, parce qu'il permettrait de rapprocher un peu plus la décision de la réalité du quotidien des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens, mais il manque encore peut-être ce pas pour aller au plus près de cette réalité-là, et surtout pour sortir du dogmatisme, parce que j'ai le sentiment qu'on rentre presque là-dedans à certains égards, et être vraiment au plus près de ce que veut notre population. Ce gouvernement dit tous français, donc les dérogations ne font pas partie forcément ça, je suis pas d'accord. de l'ADN. Exactement. Exactement. Donc, comment aborder cette question? Et c'est vrai qu'il y aura certainement encore des jours où il faudra encore continuer à s'interroger, à se questionner et à ne pas comprendre aussi certaines décisions. Alors là, est-ce que cette population est prête à entendre ces choses-là? Ou est-ce qu'elle se dit, de toute façon, nous sommes figés et ça sera comme ça et nous sommes prêts à nous battre? Comment se battre? Avec quelles armes? Alors, autant de questions. On a vu qu'il y a eu des barrages, il y a eu des blocages même durs, et on en est encore là, ce qui veut dire que ce n'était pas, à votre avis, la bonne méthode pour essayer d'arriver à se faire entendre par le gouvernement, à se faire entendre par ceux qui nous dirigent? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'approche du pouvoir central qui est une approche qui est méthodique depuis le début, où on sait qu'on y va crescendo. On peut le dire a posteriori, mais au départ, on ne pouvait pas dire ça. Quand on nous disait, mais non, mais on ne va pas obliger les gens à se vacciner, mais non, mais on ne va pas obliger les gens à faire une deuxième dose, mais non, mais en réalité... On voit que le gouvernement n'a jamais plié. Exactement. On a entendu les propos du ministre de la Santé, du ministre des Outre-mer, mais aussi du président de la République. Et donc, on y va crescendo. Oui, c'était dès le départ quand même clair. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, il y a un enjeu à réintroduire, je crois, une forme de dialogue. Une forme de dialogue, je sais que c'est pas évident. Il faut qu'on puisse... C'est un vrai défi. Hein. C'est pas une... Vous savez, on est dans une crise qui est inédite. C'est très difficile de trouver la bonne manière de diriger aujourd'hui. Sauf que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens s'expriment dans les rues de manière très concrète. Jusqu'à la semaine dernière encore, où il y a eu, auprès du centre hospitalier universitaire, un certain nombre de réactions. Sur le pont de la Boucan et à Perrin, d'autres réactions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tension sociale dans le pays est encore très vive. Et il faut moins que les semaines dernières. Moins que les semaines dernières, sauf qu'elle est vive, la tension. Et je la ressens au-delà même des barrages. Je la ressens dans les relations intersubjectives. On ressent aussi la réalité d'une population qui n'a plus accès aux loisirs. On ressent aussi la réalité d'une population. Je discutais avec une responsable sportive de Sainte-Rose cet après-midi qui m'expliquait qu'aujourd'hui, elle a 10 poussins. 10 licenciés au stade des 6-8 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors que d'habitude, elle tourne autour de 40-50 enfants qui sont licenciés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos enfants, et ça se traduit à tous les âges, n'ont plus la même pratique sportive, n'ont plus la même pratique culturelle, n'ont plus les mêmes loisirs. On va avoir un carnaval qui va être totalement amorphe. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos exutoires traditionnels, nos exutoires sportifs, habituels, qui nous permettent d'être équilibrés, d'être sereins, aller boire un coup avec des camarades, ça devient aujourd'hui un problème. Aller à la marina pour la jeunesse. Vous savez, je parlais de ça récemment avec des amis. Je trouve que ça doit être compliqué aujourd'hui d'achever son adolescence et de rentrer dans cette espèce de période de la vingtaine où voilà, on sort du lycée, on commence à avoir le permis, on commence à avoir des amis, etc. On peut sortir un peu plus. Je pense que ça doit être très compliqué. Aller en boîte aujourd'hui, c'est quelque chose qui appartient presque
au passé. Pour les moins de 25 ans, c'est compliqué. Je pense que ça doit pas être une période facile pour vivre sa jeunesse. Ouais. Alors, est-ce qu'on vit dans une fatalité ou est-ce qu'on se dit il y a des solutions, on peut faire autrement, on peut avancer autrement? Non, on n'est pas. Le peuple guadeloupéen n'est pas un peuple fataliste. Le peuple guadeloupéen est un peuple plein de résilience, plein d'espoir, plein d'espérance. C'est un peuple qui est confiant en l'avenir, quoi qu'il arrive. Même si parfois on a le sentiment que les horizons s'assombrissent, il a tendance à toujours garder le cap. C'est un peuple qui est plein de résilience. Et donc, on espère des lendemains meilleurs. On espère que chaque vague sera la dernière. Et on espère qu'après, on pourra avancer ensemble, continuer d'avancer ensemble. Et je crois que, et ça c'est important de le dire, il faudra qu'on puisse refaire peuple. Il faudra qu'on puisse refaire peuple. Cette maladie a été la maladie de toutes les divisions. Elle a divisé des familles qui ont été prises par le deuil. Elle a divisé des personnes sur l'autel d'idées différentes. Alors on parle d'anti-vax et de pro-vax. Elle a divisé aussi parce qu'elle a été qui j'en ai dit ça, elle a été l'engrais de certaines inégalités. Il y a une étude de l'ONU qui est assez effarante sur le nombre de personnes qui sont tombées dans la pauvreté du fait du Covid. Mais est-ce que le fait de parler d'un vaccin, de dire aux gens, oui, faites-vous vacciner, d'être contre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas ce qui a révélé effectivement ce qui était déjà, qui existait déjà, mais qui était enfoui, qui était caché. Parce que comment un vaccin peut mettre en exergue la haine de certains, la division dans les familles, les divorces dans les couples. Un couple qui va bien, à mon sens, ne divorce pas par rapport à un vaccin. Donc, est-ce que ce n'était pas un malaise ambiant qui existait et qui a été mis au grand jour? Alors, là-dessus, c'est une question qui est importante. Le malaise est patent dans notre société. Notre société est une poudrière. Personne ne l'ignore. Les choses ne vont pas pour le mieux, dans le meilleur des mondes possible. Et ça, des fonctions que j'ai occupées au préalable, je peux vous dire qu'on a alerté régulièrement sur la situation sociale de la Guadeloupe. Vous avez alerté qui? À tous les étages et au plus haut, en disant qu'un rien peut faire la Guadeloupe s'embraser. Et ça s'est vérifié dans les semaines qui viennent de s'écouler. Un rien parce qu'on est dans un pays où le taux de chômage reste énorme. On est dans un pays où il y a un certain nombre d'enjeux liés à mieux adapter la scolarité et la formation professionnelle aux réalités du territoire. On est dans un pays où aujourd'hui l'essentiel de notre jeunesse fait le choix de s'en aller de l'autre côté de la mer et de partir avec sa fertilité de l'autre côté de la mer. On est dans un pays où il y a un enjeu à mieux prendre en considération nos personnes âgées qui aujourd'hui vont représenter l'essentiel de notre population progressivement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un pays qui est en pleine mutation démographique, mutation économique, mais où finalement, il faut qu'on puisse à chaque fois raccrocher les wagons. Et nécessairement, toutes ces questions-là posent... Alors évidemment, je parle du grand âge, je parle de nos jeunes, mais j'aurais pu aussi parler de certaines questions qui sont récurrentes dans le débat public. On en parle un peu moins aujourd'hui du fait de l'actualité sanitaire, mais l'actualité sanitaire de notre pays, c'est aussi les effets sanitaires des algues sargasses sur la santé des Guadeloupéens, c'est les effets économiques des algues sargasses sur les commerces des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens, c'est parler du chlordécone qui a aussi bien des effets économiques que sanitaires, que des effets humains. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ces sujets-là sont en réalité présents dans
l'esprit, c'est le CHU qui s'est embrasé il y a 3 ans et on ressent encore aujourd'hui les conséquences d'un système de santé qui est sous tension et avec évidemment toutes les personnes qui y travaillent et qui nous parlent de la réalité de leur quotidien au CHU. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on est dans un pays qui a un certain nombre de difficultés et oui, c'est un pays où les tensions sont à vif et où il faut tout faire au quotidien pour éviter que ça s'embrase. Mais qu'est-ce qui peut alors motiver un jeune comme vous à faire de la politique, surtout que vous avez vécu les récents événements, cette tension sociale, cette crise sociale, et où les élus ont été mis à mal, ils ont été vilipendés. Alors, est-ce que ça donne envie de se donner à la chose politique? Alors, le fait de voir des gens se faire vilipender ne donne pas envie. Faut être très clair. Hein. Ça donne pas envie. Moi, j'ai une ligne directrice. Et j'espère que ça sera mon identité politique tout au long des années où je vais m'engager. C'est que je crois profondément que l'honneur d'un homme, d'une femme qui a décidé de s'engager, quelles que soient les motivations profondes, l'honneur et la dignité d'un homme ou d'une femme doit être à tout prix sauvegardé. Et donc, on ne doit pas jeter en pâture, et là-dessus je m'inscris en faux, on ne doit pas jeter en pâture l'honneur, la dignité de quelqu'un qui a fait le choix de s'engager. Mais c'est ce qui se fait couramment. On peut ne pas être en accord avec la personne, en revanche, on débat, on discute, mais dans la limite du respect. Et ça, c'est ce à quoi moi je m'astreins. Et évidemment, ce à quoi j'invite nos concitoyens, parce que c'est précisément dans ces moments-là qu'on tient des propos qui vont trop loin et qui ne servent pas le débat public. Ça, c'est une première chose. Alors, vous me demandiez en revanche, qu'est-ce qui me motive? Alors, je vous ai dit, c'est pas le fait d'entendre autant de méchanceté sur les individus. En revanche, qu'est-ce qui motive un Guadeloupéen à s'engager? Alors, il y a l'amour du pays, mais on ne se paie pas de mots. Il y a aussi l'idée que précisément, il y a un logiciel qu'il faut faire évoluer. Il y a un logiciel qu'il faut faire évoluer. Il faut un sursaut guadeloupéen, pour reprendre les mots de Rosan Girard. De manière, je vous le disais tout à l'heure, presque séculaire, le mot n'est pas bon, de manière très ancienne, on se retrouve avec une Guadeloupe qui n'a pas eu de stratégie de développement économique. Depuis 2003 avec Brigitte Girardin, ensuite 2009 avec la Lodéum portée par Marie-Luce Panchard à l'époque, il y a eu cette volonté de favoriser un développement endogène. C'est une dynamique qu'on a observée de nouveau un peu chez Annick Girardin avec une réforme des aides économiques dès qu'elle est arrivée en 2017-2018 où elle a voulu faire évoluer les aides économiques pour faire en sorte que les ressources économiques du territoire puissent impulser une forme de dynamique économique. De l'autre côté, on s'est retrouvé avec un autre type de stratégie qui a été portée par Victorin Lurel, par Erika Barretz, par Georges-Paul Langevin, qui était celle du rattrapage économique, celle où on disait, il faut qu'on puisse ressembler en tout point à l'Hexagone, et donc il faut qu'on puisse faire la convergence vers l'Hexagone des indicateurs de développement économique et de développement humain. Et je crois que c'est en réalité depuis une vingtaine d'années qu'on commence à parler seulement de stratégie de développement économique. Sauf que de quoi est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'il y a une pensée, des gens qui commencent à dire c'est qu'on ça faut nous faire, peut-être c'est qu'on ça faut nous faire, etc. Et de l'autre côté, il va falloir traduire concrètement ce qui est pensé par des actions concrètes. Et c'est là où non seulement on va se heurter à une contradiction entre, d'un côté, ce qui est pensé comme étant développement endogène, il faut qu'on fasse tout par nous-mêmes, etc. Et de l'autre côté, convergence, donc ça veut dire plus d'État et donc ressembler plus à l'Hexagone. Et de l'autre côté, une deuxième difficulté, et je crois que c'est là où précisément il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir améliorer, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on fait pour passer d'un texte qui est voté au national
à une application concrète sur le terrain. Et j'en veux pour preuve un certain nombre de textes. La loi égalité réelle, on a fait l'inventaire en 2017. Il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été mises en œuvre. Plus tard, il y a eu une loi votée au cours de ce quinquennat sur l'indivision successorale qui a été votée à l'initiative de Serge Letchimy. Cette loi-là, aujourd'hui, quand on est dans le pratique, dans le concret, quand on met les mains dans le cambouis de l'indivision successorale dans notre pays, on se rend compte que de manière très concrète, il y a des obstacles à la mise en œuvre de cette loi-là. Les notaires refusent de s'en saisir, on se retrouve confronté à des obligations de saisir des juridictions, et donc de manière très concrète, on a des indivisions successorales. Les gens n'arrivent pas à sortir de l'indivision successorale, alors même qu'il y a un texte qui était voté. C'est très particulier quand même ici. C'est très particulier, mais sauf que quand on dit que c'est très particulier, il y a un paquet de choses qui sont très particulières. La question du dialogue social, on en parlait, sauf qu'en 2016, il y a eu la loi El Khomri qui est venue modifier les conditions du dialogue social en Guadeloupe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En 2017, la loi égalité réelle est revenue à nouveau infléchir les modalités du dialogue social, sauf que de manière concrète, sur le terrain, les partenaires sociaux ne s'en sont pas saisis et aujourd'hui, on se retrouve, comme en 2009, à avoir des partenaires sociaux qui ne se saisissent pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça c'est l'une des choses sur lesquelles on est en train de travailler avec les équipes, c'est qu'il faut travailler à réduire la distance entre la prise de décision et la mise en œuvre concrète. Alors justement, deux questions. Est-ce que le fait de commencer par l'élection législative, on va dire, c'est la bonne stratégie politique pour vous? On a souvent entendu que le député, c'est vraiment pas celui qui peut faire bouger les choses, puisque les députés sont en minorité, ils ne sont pas entendus. Je l'ai encore entendu de la part d'un député. Nous ne sommes pas entendus, nous ne sommes pas nombreux, donc nous ne pouvons pas faire grand-chose. Donc pour un jeune comme vous, vous dites, je suis un homme d'action, je veux faire bouger les lignes. Est-ce que c'est vraiment le bon endroit, l'Assemblée nationale, pour faire bouger les lignes? C'est une excellente question. Parce que, effectivement, il y en a beaucoup qui, dans un cadre de stratégie politique, auraient préféré, en 2021, aller briguer un mandat de conseiller départemental, aurait préféré s'organiser pour être maire, pour être voilà, qui aurait cherché à obtenir un mandat. Je ne suis pas dans cette dynamique-là, parce que je crois dans le sens de l'action. Et précisément, de manière très objective. Aujourd'hui, je crois que je peux faire bouger mon pays à travers ce mandat-là, en impulsant une dynamique, en impulsant cette fameuse stratégie dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et je crois que c'est à cet endroit-là, à travers la loi, à travers un programme qu'on aura à défendre devant les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, qu'on va arriver à impulser quelque chose. Et il ne faut pas douter qu'au Parlement, il y a de l'action. Il ne faut pas douter qu'au Parlement, si on s'y prend correctement, on fait évoluer des choses. Même en étant en minorité? Alors, prenons l'exemple de la minorité. J'ai connu le fait d'être un député de la minorité en 2010, en tout cas le fait d'accompagner un député de la minorité, le fait d'accompagner un député de la minorité en 2017. Et on a fait passer des choses à l'époque, la loi égalité réelle, dans la loi égalité citoyenneté, on a fait passer des choses. De la même manière que je prends un autre exemple, qui nous est contemporain, un autre député de la minorité, en la personne de Serge Letchimy, qui a fait passer une loi qui est importante, parce que même s'il y a des questions liées à sa mise en œuvre, la loi sur l'indivision successorale, c'est une loi importante. Et donc il faudra travailler à sa mise en œuvre concrète. Il faudra travailler à l'améliorer. Mais c'est une loi qui est importante pour les Guadeloupéennes et pour les Guadeloupéens, et puis pour les ultramarins d'une manière générale. Et c'est un député de la minorité qui l'a fait adopter dans un contexte hyper compétitif. Alors, ça veut dire que c'est possible. Il a peut-être ses réseaux, il a peut-être... Ça veut dire que c'est possible.
Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que, alors évidemment, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de baguette magique pour dire on va régler aujourd'hui tous les maux des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. La réalité, c'est que c'est un mandat qui est exclusif de tout autre mandat d'exécutif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les voix aux députés, ou peut pas maire, ou peut pas président du conseil régional, ou peut pas président du conseil départemental, ou peut pas exercer en fonction de vice-présidence ni de communauté d'agglomération. Tu ne peux pas conserver des fonctions exécutives. C'est écrit dans la loi et c'est depuis 2017. 2017. Ça a commencé à être mis en œuvre en 2017. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu décides de t'engager là-dessus, et je le dis à votre antenne de manière très claire, quand je dis que je crois dans le sens de l'action, ça veut dire qu'un pacaille a dans un jeu politique, un pacaille a dans l'arrêt politique, pour moi, ça courir tous les mandats. Là, vous voyez 2022 passer, Bougazot au Parlement de manière concrète, eh ben, un PKI, zo PK ou tout moins en 2026, qu'a couru d'ailleurs un mandat à mai. Zo PK ou tout moins entre-temps, qu'a couru d'ailleurs un mandat à président de conseil régional ou président du conseil général. De manière très concrète, en qui à la tâche pour les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, parce que je crois que c'est précisément ça aussi qui fatigue nos concitoyennes et nos concitoyens, c'est que finalement, il y a des gens, mais c'est mon là pour même en poste, il y a courir d'ailleurs d'autres. Non. De manière très concrète, il faut s'asseoir, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on veut faire quelque chose. Et moi, j'ai pris le temps de réfléchir à ce pourquoi je portais une candidature devant les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, et à ce pourquoi j'avais envie de me battre pour mon peuple. Il faut être, pour réussir en politique, adossé à un grand parti. Alors, ce sera lequel? C'est une bonne question. À ce stade, il n'y a rien qui soit déterminé. Il ne vous aura pas échappé, et je le dis haut et fort, que j'ai été aux côtés du président Harry Chalus lors des dernières élections régionales, que évidemment nous entretenons une relation qui est excellente. Il dit quand même ne pas être homme de parti. Et il dit ne pas être homme de parti. Et évidemment, j'espère pouvoir compter sur son soutien au cours des prochaines échéances électorales. J'espère pouvoir évidemment compter sur celui en tout cas du président du GUSR, Guy Losbar. Donc, pour cela, vous pourriez éventuellement adhérer au GUSR, ça ne vous dérangerait pas? La question se posera en temps et en heure et on en discutera s'il le faut avec le président du GUSR. A priori, je n'ai pas de contrariété de pensée avec le GUSR qui, encore une fois, défend la question de la domiciliation du pouvoir local, qui défend penser Guadeloupe, agir Guadeloupe. Ce sont des choses qui me parlent depuis le début de cet entretien. Je pense que vous avez vu quelle est la philosophie qui m'anime. C'est une colonne vertébrale politique que j'ai, dont je ne me départirai pas. Et donc, la question se posera en temps et en heure. On peut dire que vous êtes ami du GUSR, puisque Olivier Serva lui-même est au GUSR. On peut le dire, oui, si donc, c'est ce serait naturel de vous retrouver aux côtés de ces personnes et qu'ils puissent vous soutenir. En tout cas, je vous l'ai dit, j'espère qu'il puisse être évidemment à mes côtés. Surtout que le président Losbar a dit lors d'une interview que la 3e circonscription était une circonscription qui était chère à son cœur. Je vous rappelle que la 3e circonscription, c'est la circonscription qui fait depuis Pointe-Noire, Dé, Sainte-Rose, Lamentin, Bémao, Petit-Bourg, Goyave. C'est une circonscription qui est très vaste, où il y a 2 communes qui sont importantes et qui sont aujourd'hui celles du président Losbar et du président Chalus, où il y a ma commune, évidemment, Sainte-Rose. Donc, c'est une circonscription où on va avoir, je pense, beaucoup de débats. En dernière question, vous y allez parce que vous estimez que l'action du député de la 3e circonscription n'a pas été forte, elle n'a pas été efficace. Je n'y vais pas contre quelqu'un. Et je crois que c'est pas moi que vous entendrez faire des cancans sur les gens. Moi, je n'ai pas le temps pour les cancans, je préfère travailler. Je n'y vais pas contre quelqu'un. J'y vais pour porter une vision
pour proposer une vision aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens, pour proposer un projet. On a travaillé dur dessus, on est encore en train de travailler dessus avec les camarades. Et donc, c'est ça qu'on va faire, nous. Voilà. Vous pensez pouvoir mieux faire? On pense évidemment qu'il est toujours possible de mieux faire. N'attendez pas de moi que je sois celui qui boxe ou qui cogne. Le temps de la campagne viendra en plus. Le temps de la campagne viendra où on aura des débats, d'idées, parce que moi c'est ça qui m'intéresse. On aura des débats d'idées, où on aura des confrontations, on aura des oppositions, des désaccords. On consommera nos désaccords, mais n'attendez pas de moi ce soir en tout cas que je boxe sur qui que ce soit. C'est pas mon tempérament. Merci Raphaël Lapin d'avoir été sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous politique dès demain. Excellente soirée à tous.